Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le retard décrié dans la mise en œuvre des réformes structurelles plombe le moteur de la croissance au Cameroun. C'est du moins ce que déplore le patronat camerounais dans un pays confronté à une crise économique. Des capitaines d'industrie peinent à s'aventurer sur les rails de l'émergence des champions nationaux. Frustrés et méprisés, le patronat camerounais critique le climat morose des affaires et le manque de patriotisme économique. Dans ce journal, le gouvernement mis en cause dévoile sa politique d'accompagnement du secteur privé. Le congrès tant attendu du SDF va-t-il se tenir à Bamenda, dans la région du Nord-Ouest, à 48 heures de l'événement? Des menaces de sabotage et de représailles planent sur les participants à ces travaux prévus dans 2 jours. Vous suivrez dans ce journal des cadres du SDF afficher leur détermination à affronter tous les dangers à Bamenda, chef-lieu de la région du Nord-Ouest. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Face à la crise économique qui secoue la sous-région Afrique centrale, le gouvernement camerounais s'est félicité de la résilience de l'économie locale. Pourtant, les entreprises camerounaises sont à la croisée des chemins et déplorent l'insuffisance des mesures d'accompagnement pour renforcer leur compétitivité économique. L'insuffisance des mesures d'accompagnement pour renforcer leur compétitivité économique face à l'invasion des produits venus de l'Occident. De plus, elle déplore le mépris des pouvoirs publics qui attribuent la quasi-totalité des projets structurants aux multinationales. Le patronat camerounais qui estime qu'il y a l'inexistence d'un patriotisme économique au Cameroun, un diagnostic sans complaisance qui a été dévoilé lors d'un dialogue engagé entre le ministère de l'économie et le secteur privé au siège du groupement interpatronal du Cameroun à Douala. Reportage Donald Anouzwa et Mitterrand Dame. Les organisations patronales des petites et moyennes entreprises disent se méfier de ces politiques gouvernementales qui ne concernent que les grandes entreprises. Les patrons des PME se sentent pour ainsi dire exclus du champ de la promotion des exportations du Cameroun vers l'Union européenne dans le cadre des accords de partenariat économique. Pour qu'une entreprise camerounaise puisse vendre son produit dans l'Union européenne, doit satisfaire un certain nombre de critères, de normes de qualité que beaucoup de PME aujourd'hui ne sont pas capables. Donc nous voulons plutôt qu'on nous encourage, qu'on mette en place des choses pour exporter vers le Nigeria qui est à côté, 200 millions d'habitants, où les normes et les habitudes de consommation là-bas sont plus proches de nous. Les porteurs de projets décrivent aussi l'absence d'assistance technique dont souffrent les PME au Cameroun, souvent parents pauvres des politiques gouvernementales en la matière. On a un problème important, c'est que les réalités, les préoccupations et les priorités de l'entreprise aujourd'hui ne sont pas suffisamment prises en compte. Moi, je voudrais que l'État passe du discours à l'action. Qu'on conçoive des structures simples, proches du monde de l'entreprise, et qu'on mette à la disposition de ces structures des compétences véritables, avec des mécanismes de management, de gestion, d'accompagnement. De l'avis du patronat, la lenteur administrative et la réticence de certains départements ministériels ne sont pas de nature à contribuer à l'éclosion du secteur privé. Certains départements ministériels ne sont pas de nature à contribuer à l'éclosion du secteur privé. Vous écrivez à un ministère aujourd'hui, vous n'êtes pas sûr de recevoir une réponse. Pour avoir une explication, une clarification sur un point de réglementation, vous n'êtes pas sûr d'avoir des réponses. Parfois, vous obtenez une facilité, un appui d'un ministère, on vous dit que la loi de finances ne le permet pas. Donc il y a un problème de cohérence ou même d'incohérence dans la conduite et l'accompagnement du secteur privé par les pouvoirs publics que nous souhaitons voir améliorer. Il est donc question de promouvoir le dialogue franc et sincère entre le gouvernement et son secteur privé. Pour répondre aux critiques acerbes du patronat camerounais, le gouvernement manifeste sa volonté de renforcer la diversification de l'économie. Paul Motazé promet la mise en œuvre d'une politique de sélection et d'accompagnement des champions nationaux au Cameroun. Le ministre de l'économie
de la planification et l'aménagement du territoire a engagé des réflexions avec le secteur privé pour dessiner une feuille de route et élaborer un plan d'action dans le but de placer le secteur privé dans son rôle de moteur de la croissance économique au Cameroun. D'autres précisions avec Mitterrandam et Donald Anouzwa. L'option du gouvernement, à travers le ministère de l'économie, est de renforcer son dispositif d'accompagnement du secteur privé pour permettre à ce dernier de mobiliser l'épargne et avoir accès aux guichets de financement mis en place par les institutions financières internationales. Pour y parvenir, l'État et son secteur privé doivent déceler les causes de cette crise économique qui perdure. Il s'agit de voir avec le secteur privé ce qu'il y a lieu de faire pour que, et j'aime le rappeler, pour que si les causes qui nous ont amenés à la crise perdurent, qu'est-ce qu'on ferait après les 3 ans du programme que nous avons conclu avec le Fonds monétaire international? C'est un programme. Qu'est-ce qu'on ferait après les 3 ans du programme que nous avons conclu avec le Fonds monétaire international? C'est un programme de 3 ans. Ça veut donc dire que pendant ces 3 années, nous devons travailler pour réformer structurellement l'économie. Pour que, le cas échéant, si les causes sont toujours là, que ces causes viennent trouver que l'économie s'est renforcée. La rencontre Minepat secteur privé qui se tient à Douala est l'occasion de renforcer la capacité d'exportation de l'économie camerounaise par une promotion des champions nationaux dans les principales filières de croissance. C'est que nous pensons, comme certaines grandes économies l'ont fait, que l'État devrait maintenant avoir une attitude volontariste, qui est de dire que tel secteur, telle filière, je dois la promouvoir, je dois faire en sorte qu'elle atteigne un niveau d'excellence pour nous permettre de gagner des parts de marché, par exemple, pour nous permettre de réduire les importations, par exemple. Les assises de Douala qui consacrent le dialogue public-privé aboutiront à l'établissement d'une feuille de route conjointe, ministère de l'économie, secteur privé. C'est l'un des événements politiques les plus attendus cette semaine. Les congrès ordinaires et extraordinaires du SDF vont-ils se tenir à Bamenda, dans la région du Nord-Ouest? À 48 heures de ces événements, des menaces de sabotage attribuées aux assaillants sécessionnistes planent sur les participants à ces travaux prévus dans 2 jours. Des cadres politiques du SDF répondent à ces menaces de sabotage. Ils affichent leur détermination à affronter tous les dangers pour participer au congrès ordinaire et extraordinaire du SDF. Ils s'expriment dans ce reportage de Warren Zede et Gladys Sidier. À Bamenda, la tension monte à l'approche du congrès du SDF. Des messages anonymes dévoilent des menaces qui planent sur le congrès du SDF. D'aucuns attribuent ces messages aux sécessionnistes qui planent sur le congrès du SDF. D'aucuns attribuent ces messages aux sécessionnistes déterminés à utiliser la violence pour saboter le congrès du SDF. Ces risques d'insécurité ne font pas peur aux différentes délégations installées dans la ville de Douala. Le SDF est un parti républicain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire au moins 2 choses. La première, c'est que nous croyons aux institutions de la République, même si elles ont été mises en mal depuis très longtemps par le gouvernement en place. La seconde, c'est qu'on n'a pas vocation, et encore moins l'intention, de se laisser prendre en otage par un groupuscule d'individus désespérés, qui n'ont pour seul slogan que la haine, et qui se réclament d'un État fantasmé ou fantasmagorique. Le SDF n'a pas l'intention de subir le chantage de qui que ce soit, et notamment pas de certains individus mal intentionnés. Nous avons été au courant de toutes les menaces qui sont passées sur les réseaux sociaux. Nous sommes en contact direct avec notre base à Bamenda et nous restons sereins. Notre chairman lui-même a dit que si c'est aujourd'hui qu'un militant de SDF peut avoir peur d'un affront, c'est que celui-là n'avait pas sa place dans le SDF. Après 27 ans de militantisme, c'est pas aujourd'hui qu'on va éviter, qu'on doit cesser de faire notre travail parce qu'on nous a promis la guerre ou ceci ou cela. À en croire ces cadres politiques du SDF, rien n'est clairement défini quant au lieu qui va abriter le congrès. Et ces menaces sécuritaires font planer le doute sur la tenue de ce congrès. Les cadres politiques du SDF souhaitent tout de même compter sur les forces de défense pour rassurer les différentes délégations attendues à Bamenda. Les nouvelles qui nous parviennent font état de ce que
Le lieu seulement a été changé parce qu'on voulait d'abord le faire à la mission catholique et maintenant c'est chez les presbytériens, c'est tout ce qu'il y a comme mesure. Mais nos camarades qui avaient très peur ont essayé de faire la pression pour demander même qu'on délocalise, pour aller à Mabouda ou à Yaoundé le faire. Quitte à ce pour demander même qu'on délocalise, pour aller à Mabouda ou à Yaoundé le faire. Quitte à ce qu'on change même la date du congrès. Mais les sages du parti ont jugé qu'en 2 jours, changer la date d'un congrès. Et dans cela, le fait que le président de la République a le calendrier électoral dans sa poche, on ne sait pas ce qui va arriver demain. Peut-être qu'en reportant encore le congrès, on risque d'être surpris, on n'aura pas le temps nécessaire pour pouvoir choisir nos candidats. Donc, ils sont restés fermes, la date a été annoncée. On va tout faire. Et puis le matin, qu'ils reviennent prendre café avec lui. Le président Biya est là depuis 35 ans, tous les Camerounais savent qu'il n'est pas accessible. Donc c'est pas une nouveauté qu'on pourra attribuer à Paul Mokete, c'est quelque chose qu'on sait. Finalement, une sortie dont les codes sont loin d'être simplement les premiers signaux qui en émergent actuellement. Au-delà du doyen des sénateurs, les voix de certains barons du régime Biya retentissent dans le chaudron de la crise anglophone. Opposés au ton ferme de l'aile conservatrice, ils prônent une approche plus politique et plus inclusive pour résoudre la crise anglophone. Évocation avec Donald Brice Kamgan. C'était le 15 février 2017, soit un mois à peine après la mise aux arrêts de plusieurs dizaines de manifestants des régions du nord-ouest et du sud-ouest. À son initiative et à l'issue d'une concertation ayant regroupé à Bamenda sénateurs et députés RDPC des 2 régions en crise, Simon Achidi Achou demande au chef de l'État de libérer les personnes interpellées en rapport avec les tensions dans les régions anglophones. La sortie du vice-président du Sénat qui signe le document listant les résolutions de cette rencontre tranche net avec les prises de position de ses camarades de parti qui soutiennent Mordicus à l'époque que Maître Félix Agbombala et les autres ne sauraient être relaxés s'appuyant sur les dommages sociaux et la vandalisation des symboles de l'État dans le nord-ouest et le sud-ouest, ainsi que le ralentissement des activités économiques dû au respect scrupuleux des mots d'ordre de ville morte. Peu avant la crise anglophone, c'est le sultan Bombon Dioya qui crée la surprise le 20 février 2016. À une période où les appels à la candidature de Paul Biya en 2018 pleuvent des 4 coins du territoire national, le chef de la délégation permanente du RDPC pleuvent des 4 coins du territoire national, le chef de la délégation permanente du RDPC dans la région de l'Ouest estime qu'un congrès extraordinaire du parti de la Flamme s'impose avant toute décision. La rencontre que l'ancien ministre juge alors urgente et impérative devait permettre de débattre de la situation préoccupante qui menace sérieusement la paix acquise de haute lutte, avait expliqué le roi des Bamoun. Dans le reste de l'actualité, l'accès à la protection sociale pour les plus vulnérables est une épineuse équation pour le gouvernement. Les critères de vulnérabilité doivent être consignés dans un guide pratique. Il est en cours d'élaboration et de validation à Yaoundé. L'objectif est de mieux cibler les couches sociales vulnérables afin qu'elles aient un accès plus facile à une protection sociale dans les tout prochains mois. Explication avec Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Alors que se profile la mise en place d'un système de couverture santé universelle, le gouvernement fait face à une équation dont la résolution n'est pas aisée, celle de savoir qui sera éligible et qui ne le sera pas. Une équation d'autant plus difficile que des notions telles que l'indigence et la vulnérabilité entrent en scène dans la définition des potentiels bénéficiaires de la politique nationale de protection sociale. Il s'agit là des personnes qui sont incapables par elles-mêmes de se prendre en charge au sein de la communauté. C'est-à-dire que sans l'aide de la communauté, ces personnes sont incapables de se soigner, de se nourrir, de se vertir, de se loger, d'envoyer leurs enfants à l'école. Vous comprenez la nécessité de bien cerner l'indigence, d'éviter que certains d'entre nous font exprès de tomber dans l'indigence. C'est donc pour mettre tout le monde d'accord que le gouvernement a élaboré un guide illustré de ciblage des personnes pauvres et vulnérables au Cameroun. Alors ça vise à offrir aux personnes socialement vulnérables ce qu'on appelle généralement des filets de protection sociale. Donc il est nécessaire que nous disposions d'une démarche
méthodologiques et des critères définis et acceptés comme tels par tout le monde et principalement par les communautés elles-mêmes pour dire qui est vulnérable et qui pourra donc le moment venu bénéficier de ces programmes de protection sociale. Et la couverture santé universelle est effectivement un programme de protection sociale. Une fois validé et adopté, cet outil d'aide à la décision devrait permettre, en plus de disposer d'une carte de vulnérabilité, de planifier et de programmer avec efficacité et efficience les actions de protection sociale. Nous voulons mettre en place une couverture de santé universelle. Il faut que les populations contribuent. Mais évidemment, il y a des populations indigentes, il y a des populations pauvres, il y a des populations très pauvres. Celles-là ne pourront pas contribuer. Donc il faudrait aller les identifier et puis pouvoir faire une carte de vulnérabilité pour qu'on puisse évaluer le montant qui pourrait être affecté pour la prise en charge totale de ces indigents. Un catalogue de bonnes intentions dont on attend la matérialisation afin que seuls ceux qui ont voix au chapitre puissent désormais bénéficier de l'assistance due aux personnes socialement vulnérables. Après l'adoption de ce guide de pauvreté et de vulnérabilité, le directeur de la solidarité et du développement social au ministère des Affaires sociales explique la stratégie mise en œuvre pour mettre justement cette politique et permettre de cibler les populations les plus vulnérables au Cameroun. Je vous propose de l'écouter. Un expert consultant avait été sélectionné et mandaté pour faire une proposition de méthodologie et de mécanismes pour, le moment venu, cibler ceux qui sont pauvres et vulnérables dans la perspective de la protection sociale et de la couverture santé universelle. Alors, pour que cette méthodologie-là soit facilement assimilable par ceux qui seront chargés de la mettre en œuvre, parce qu'elle prévoit que tout se passe au niveau de la communauté. Donc c'est les membres de la communauté eux-mêmes qui procèdent à l'identification de ceux qui sont considérés comme vulnérables et donc bénéficiaires des programmes de protection sociale. Donc pour qu'ils s'approprient cette méthodologie, il était nécessaire de leur proposer un instrument facilement lisible, avec des illustrations qui renvoient aux scènes de nos vies quotidiennes et à notre contexte socio-culturel national. C'est ce guide qui fait l'objet de validation ce jour. Et donc, à la suite de ce guide, nous allons passer à la phase opérationnelle, c'est-à-dire on va former ceux qui iront former les agents et les membres de la communauté chargés de cibler les personnes pauvres et vulnérables. Ça, c'est la prochaine étape. Ce sont des chiffres inquiétants dans le domaine de la santé publique. 4 Camerounais sur 10 sont confrontés à l'obésité dans le pays et les femmes sont les plus touchées. Des médecins révèlent qu'elles s'exposent ainsi à de nombreuses maladies, parmi lesquelles le diabète et l'hypertension artérielle. Quelles sont les causes de cette propension à l'obésité? Comment se débarrasser de ces kilos superflus? Élément de réponse avec Flavien Valondongo dans ce reportage. Le Cameroun fait partie des pays qui comptent le plus grand nombre de personnes obèses. Au Cameroun, la prévalence globale tourne autour de 35-40%. Dans le sexe, on se rend compte que les femmes sont fortement touchées. Avec notre alimentation greffée à la sédentarité. Les gens prennent de plus en plus l'ascenseur quand ils sont au bureau. On bouge très peu. Ce soir, on est assis devant la télévision, qui est un grand pourvoyeur, un grand facteur de l'obésité. Je découvre après consultation. On remarque quand même que le taux d'obésité est très élevé. Très élevé. Chez ceux qui viennent 3 fois sur 4, vous vous rendez compte que ces gens qui consultent pour l'essoufflement à l'effort, c'est en fait parce qu'ils ont pris du poids. Ils sont en surpoids ou en obésité. Nous avons mis sur pied au niveau de la Fondation Cameroun du Cœur dans toutes ses filiales, succursales. Contre les maladies cardiovasculaires, notamment l'obésité, a désormais une boussole. Déjà, on utilisait un appareil qui s'appelle l'impédance-mètre, qui permet de déterminer le poids du patient, qui calcule en même temps l'IMC, l'indice de masse corporelle, qui détermine le pourcentage de masse grasse et le pourcentage de masse musculaire du patient, des maladies cardiaques. L'obésité, cette maladie qui gagne du terrain au Cameroun, peut être stoppée dans sa course si l'on respecte les prescriptions qu'il faut éviter en pratiquant du sport et surtout
en réduisant le taux d'alcool à consommer. Le renouvellement des organes dirigeants du Conseil national de la jeunesse du Cameroun est en cours à Ntui. L'on note que le nouveau président de ce conseil est connu. Il s'agit de ATB Cyril, élu au cours du renouvellement du bureau communal de la jeunesse de Ntui en présence des autorités administratives et des leaders d'associations. Il a élevé les défis pour leur autonomisation financière et économique et plaidé auprès des pouvoirs publics pour la prise en considération de la jeunesse de Ntui dans la région du centre. Il y a de nouvelles révélations sur les probables raisons de la démission du directeur du projet de construction du stade Omnisport a prescrit une collaboration totale et une synergie d'action entre les pouvoirs. Des précisions avec Ike Cyril. On en sait désormais un peu plus sur la démission du directeur du projet du stade Omnisport de l'Interne, comme a voulu le faire croire Gruppo Piccini dans un communiqué rendu public. Pour éviter pareil désagrément à l'avenir, le ministre des Sports et de la région Total Cameroun 2019 dans leurs localités respectives. Une collaboration franche avec le président de la CAF a été clairement exigeant, voire menaçant. Un comité exécutif ne change pas d'un iota. Nous appliquons la réglementation avec toute sa vigueur. Le cahier de charges exige des infrastructures, des hôtels, des stades, des hôpitaux et beaucoup de choses. Fin de citation. Le Cameroun est dos au mur. Le retard observé dans la construction des infrastructures n'arrange pas la situation. Pour rattraper le temps perdu, le président du comité local d'organisation prescrit de mettre le pied sur l'accélérateur, même s'il faut travailler de jour comme de nuit. Mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, avant la prochaine mission de la CAF, vous devez vous mobiliser davantage en permanence, de jour comme de nuit, et surtout imposer la cadence de travail et les finitions dans les délais de toutes les infrastructures en construction et en réhabilitation. La séance de travail avec les entreprises impliquées dans la construction des infrastructures devant abriter la CAN 2019 a permis de rappeler les exigences de la Confédération africaine de football au lendemain de la première visite d'inspection au Cameroun. Des recommandations ont été formulées dans le but de respecter le cahier des charges de la CAF en attendant la deuxième mission d'inspection au mois de mars prochain. Des publi-reportages dans ce journal. La Sonara a convié des jeunes élèves à une école des métiers mise en place à Limbé, occasion de rencontrer et d'échanger avec des professionnels sur des métiers porteurs, mais aussi sur l'élaboration d'un projet académique et professionnel. Reportage. Et de 5 pour l'école des métiers de la Sonara. Plusieurs centaines d'élèves issus de nombreux établissements scolaires du bassin pédagogique de Limbé ont assisté à cette 5e édition tenue dans les locaux de l'école Sonara. Comme lors des précédentes, il s'est agi pour ces élèves de se frotter à différents métiers à travers les professionnels présents pour les édifier et surtout susciter en eux l'envie de choisir l'un de ces métiers dans le futur. Et pour mieux préparer ces élèves à leur métier futur, les responsables de l'école Sonara, initiateurs du projet, ont apporté à l'événement des innovations majeures. Nous avons tout d'abord élargi un peu plus nos invités élèves, puisque nous avons encore cette année un nouvel établissement, NCHS, qui est invité. Donc nous essayons, comme toujours, de faire profiter un maximum les élèves du bassin de Limbé de nos forums. Et puis dans les innovations aussi, nous avons essayé d'avoir un peu plus d'intervenants véritablement bilingues, de manière à ce que les ateliers puissent être animés aussi bien en français qu'en anglais et puissent bénéficier à tous les élèves de Limbé. Dans les différents ateliers, les élèves se sont montrés très attentifs aux explications des professionnels
qui à leur niveau ont tout donné pour susciter chez leurs apprenants des vocations. Dans le sens où s'assurer que tous les nœuds au niveau de la toiture sont bien liés, sont bien fermés, parce qu'en fait, si c'est pas ça, alors ça fait problème. Vous voyez que... Pour les élèves, l'expérience est inouïe car ayant permis de se faire une idée du métier de demain. Aujourd'hui s'est déroulé le forum des métiers dans notre établissement et il y a eu différents professionnels qui sont venus nous parler de leur métier, de ce qu'ils font tous les jours. Et personnellement, moi j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. J'ai participé au forum dans le domaine de la santé. Et il y a eu plusieurs médecins qui sont venus, nous ont parlé de leur métier, comment on fait pour devenir comme eux, qu'est-ce qu'on a des concours dont on fait, les écoles dans lesquelles on peut passer pour devenir médecin. J'ai pu connaître les différents métiers attachés au raffinage, la pétrochimie. Donc il y avait un ingénieur en exploitation. C'était vraiment très édifiant parce qu'ils nous ont vraiment appris, ils nous ont fortifié dans nos décisions, ils nous ont dit qu'il fallait travailler très fort, très dur pour pouvoir atteindre nos objectifs. Et vraiment, ils nous ont encouragés à ne pas se décourager vraiment pour que demain nous soyons des Camerounais respectueux, responsables de demain. J'ai participé au forum de santé, au forum de marketing et banque et finance. Vraiment, c'était très agréable. Being here was a wonderful experience for me because I learned a lot of directions. I had the opportunity to be in the faculty of marketing, management and banking and finance. So in marketing, I learned a lot. Alors que la 6e édition se prépare déjà, l'école Sonara projette l'organisation dans quelques semaines d'un grand forum dédié à l'orientation académique. La grande nouveauté de l'école Sonara cette année, c'est le forum de l'orientation académique qui est l'occasion pour les élèves de venir prendre la bonne information sur les universités, ici sur notre site que nous organisons, du 2 au 3 mars. Nous invitons donc tous les élèves du sous-bassin pédagogique et même dans tout le Cameroun qui peuvent se déplacer, bien sûr, à venir prendre part à cet événement qui est une première dans le sud-ouest. Un autre concept qui positionne l'école Sonara comme l'un des grands pôles au Cameroun de l'orientation des jeunes élèves vers leur métier futur et surtout qui œuvre à pousser les apprenants vers des formations à même de leur assurer une certaine employabilité. Dans le but de satisfaire sa clientèle, l'Institut de beauté First Hair met à la disposition des nombreuses femmes des produits innovants à travers la confection des perruques, le recyclage des mèches et les poses d'extension pour permettre aux femmes d'être toujours belles en toutes circonstances. Reportage. La belle histoire d'amour qui existe entre les femmes et leur coiffure se consolide davantage chez First Hair. La structure est spécialisée dans la confection de perruques de tout type au moyen de nouvelles méthodes en la matière. La maison First Hair, c'est une maison spécialisée dans le recyclage de mèches, aussi des confections de perruques, traitement des perruques, aussi la coloration, les extensions des cheveux à clic, à froid et à chaud. Nous faisons les confections des perruques sur mesure. En tout cas, nous sommes les seuls, les premiers au Cameroun à confectionner les perruques sur mesure, c'est-à-dire avec des machines. On n'a pas de système fait main, donc très propre. On prend les mesures sur la tête et puis on te confectionne. Les prix sont à la portée de tout le monde. Moi, mon but, c'est un plaisir. Ce n'est pas un travail, on va dire, on cherche l'argent au Cameroun, mais c'est vraiment quelque chose que je fais avec passion. Les spécialistes de First Hair ont aussi la possibilité de résoudre un problème auquel de nombreuses femmes sont confrontées, celui de la qualité de la mèche après son utilisation. C'est-à-dire, si tu as par exemple des mèches chez toi, déjà prêtes à jeter, non, nous recyclons la mèche, on redonne vie. Donc la mèche redevient neuve. Si tu as une mèche pas encore, c'est-à-dire cousue, pour rendre ça en greffe, nous ici là on te rend ça en greffe aussi également. Et First Hair, nous vendons les produits d'entretien des cheveux, les mèches avec garantie à vie. Puisque au Cameroun il y a un problème, les gens se plaignent beaucoup, on nous a vendu des faux, mais nous chez nous on vous vend une mèche avec une garantie à vie. Et les extensions des cheveux, c'est un truc que tu peux faire 6 mois avec sur la tête sans l'enlever. Ça veut dire que tu peux aller avec à la piscine,
Tu peux nager avec, tu peux laver ta tête. Avec les extensions, c'est net comme tes cheveux et tu n'enlèves jamais. 6 mois, tu laves et puis tu peux colorer 4 fois. Pour ne pas faire de jalouse et léser une partie de sa clientèle, Fesrer étend son réseau de distribution dans plusieurs villes. On a un projet de s'installer dans toutes les villes du Cameroun. Nous avons actuellement 4 boutiques au Cameroun et je préférais faire l'ouverture officielle parce que nous sommes installés mais on n'avait pas encore fait l'ouverture officielle. On nous retrouve à Douala, Bijou, Bonamou Sardi, Carrefour Témoin et au marché de Bonamou Sardi, à Yaoundé, à l'Omisport. Fin cimetière Ngoussou. Et à Bafsam, nous sommes au marché A. L'ouverture officielle de Fesrer a aussi été l'occasion pour plusieurs femmes de rentrer en possession de leurs perruques. Alors mesdames, ne vous faites plus de soucis. Pour vos coiffures, une seule adresse, Fesrer. Fesrer, vous êtes la plus belle! Et vous suivrez ce soir d'autres femmes qui vont s'exprimer sur le plateau de l'émission Parole de femmes présentée par Julingue Nyondé. Émission à suivre juste après l'édition du 20h. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi ce journal. C'est la fin de cette édition d'information. Je vous souhaite une bonne soirée sur cette même antenne. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi ce journal. C'est la fin de cette édition d'information. Je vous souhaite une bonne soirée sur cette même antenne. Texte socio-culturel national. C'est ce guide qui fait l'objet de validation ce jour. Et donc, à la suite de ce guide, nous allons passer à la phase opérationnelle, c'est-à-dire on va former ceux qui iront former les agents et les membres de la communauté chargés de cibler les personnes pauvres et vulnérables. Ça, c'est la prochaine étape. Ce sont des chiffres inquiétants dans le domaine de la santé publique. 4 Camerounais sur 10 sont confrontés à l'obésité dans le pays et les femmes sont les plus touchées. Des médecins révèlent qu'elles s'exposent ainsi à de nombreuses maladies, parmi lesquelles le diabète et l'hypertension artérielle. Quelles sont les causes de cette propension à l'obésité? Comment se débarrasser de ces kilos superflus? Élément de réponse avec Flavien Valondongo dans ce reportage. Le Cameroun fait partie des pays qui comptent le plus grand nombre de personnes obèses. Au Cameroun, la prévalence globale tourne autour de 35-40%. Dans le sexe, on se rend compte que les femmes sont fortement touchées. Avec notre alimentation greffée à la sédentarité. Les gens prennent de plus en plus l'ascenseur. Quand ils sont au bureau, on bouge très peu. Ce soir, on est assis devant la télévision, qui est un grand pourvoyeur, un grand facteur de l'obésité. Je découvre après consultation. On remarque quand même que le taux d'obésité est très élevé. Très élevé. Chez ceux qui viennent 3 fois sur 4, vous vous rendez compte que ces gens qui consultent pour l'essoufflement à l'effort, c'est en fait parce qu'ils ont pris du poids. Ils sont en surpoids ou en obésité. Nous avons mis sur pied au niveau de la Fondation Cameroun du Cœur dans toutes ses filiales, succursales. Contre les maladies cardiovasculaires, notamment l'obésité, a désormais une boussole. Déjà, on utilisait un appareil qui s'appelle l'impédance-mètre, qui permet de déterminer le poids du patient, qui calcule en même temps l'IMC, l'indice de masse corporelle, qui détermine le pourcentage de masse grasse et le pourcentage de masse musculaire du patient, des maladies cardiaques. L'obésité, cette maladie qui gagne du terrain au Cameroun, peut être stoppée dans sa course si l'on respecte les prescriptions qu'il faut éviter en pratiquant du sport et surtout en réduisant le taux d'alcool à consommer. Le renouvellement des organes dirigeants du Conseil national de la jeunesse du Cameroun est en cours à Ntui. L'on note que le nouveau président de ce conseil est connu. Il s'agit de ATB Cyril, élu au cours du renouvellement du bureau communal de la jeunesse de Ntui en présence des autorités administratives et des leaders d'associations. Il a élevé les défis
pour leur autonomisation financière et économique et plaider auprès des pouvoirs publics pour la prise en considération de la jeunesse de Ntui dans la région du centre. Il y a de nouvelles révélations sur les probables raisons de la démission du directeur du projet de construction du stade Omnisport a prescrit une collaboration totale et une synergie d'action entre les pouvoirs. Des précisions avec Ike Cyril. On en sait désormais un peu plus sur la démission du directeur du projet du stade Omnisport de l'interne, comme a voulu le faire croire Gruppo Piccini dans un communiqué rendu public. Pour éviter pareil désagrément à l'avenir, le ministre des Sports et de la région Total Cameroun 2019 dans leurs localités respectives. Une collaboration franche avec le président de la CAF a été clairement exigeant, voire menaçant. Urgente et impérative devait permettre de débattre de la situation préoccupante qui menace sérieusement la paix acquise de haute lutte, avait expliqué le roi des Bamoun. Dans le reste de l'actualité, l'accès à la protection sociale pour les plus vulnérables est une épineuse équation pour le gouvernement. Les critères de vulnérabilité doivent être consignés dans un guide pratique. Il est en cours d'élaboration et de validation à Yaoundé. L'objectif est de mieux cibler les couches sociales vulnérables afin qu'elles aient un accès plus facile à une protection sociale dans les tout prochains mois. Explication avec Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Alors que se profile la mise en place d'un système de couverture santé universelle, le gouvernement fait face à une équation dont la résolution n'est pas aisée, celle de savoir qui sera éligible et qui ne le sera pas. Une équation d'autant plus difficile que des notions telles que l'indigence et la vulnérabilité entrent en scène dans la définition des potentiels bénéficiaires de la politique nationale de protection sociale. Il s'agit là des personnes qui sont incapables par elles-mêmes de se prendre en charge au sein de la communauté. C'est-à-dire que sans l'aide de la communauté, ces personnes sont incapables de se soigner, de se nourrir, de se vertir, de se loger, d'envoyer leurs enfants à l'école. Vous comprenez la nécessité de bien serrer l'indigence, d'éviter que certains d'entre nous font exprès de tomber dans l'indigence. C'est donc pour mettre tout le monde d'accord que le gouvernement a élaboré un guide illustré de ciblage des personnes pauvres et vulnérables au Cameroun. Alors ça vise à offrir aux personnes socialement vulnérables ce qu'on appelle généralement des filets de protection sociale. Donc il est nécessaire que nous disposions d'une démarche méthodologique et des critères définis et acceptés comme tels par tout le monde, et principalement par les communautés elles-mêmes, pour dire qui est vulnérable et qui pourra donc le moment venu bénéficier de ces programmes de protection sociale. Et la couverture santé universelle est effectivement un programme de protection sociale. Une fois validé et adopté, cet outil d'aide à la décision devrait permettre, en plus de disposer d'une carte de vulnérabilité, de planifier et de programmer avec efficacité et efficience les actions de protection sociale. Nous voulons mettre en place une couverture de santé universelle. Il faut que les populations contribuent. Mais évidemment, il y a des populations indigentes, il y a des populations pauvres, il y a des populations très pauvres. Celles-là ne pourront pas contribuer. Donc il faudrait aller les identifier et puis pouvoir faire une carte de vulnérabilité pour qu'on puisse évaluer le montant qui pourrait être affecté pour la prise en charge totale de ces indigents. Un catalogue de bonnes intentions dont on attend la matérialisation afin que seuls ceux qui ont voix au chapitre puissent désormais bénéficier de l'assistance due aux personnes socialement vulnérables. Après l'adoption de ce guide de pauvreté et de vulnérabilité, le directeur de la solidarité et du développement social au ministère des Affaires sociales explique la stratégie mise en œuvre pour mettre justement cette politique et permettre de cibler les populations les plus vulnérables au Cameroun. Je vous propose de l'écouter.
Un expert consultant avait été sélectionné et mandaté pour faire une proposition de méthodologie et de mécanismes pour, le moment venu, cibler ceux qui sont pauvres et vulnérables dans la perspective de la protection sociale et de la couverture santé universelle. Alors, pour que cette méthodologie-là soit facilement assimilable par ceux qui seront chargés de la mettre en œuvre, parce qu'elle prévoit que tout se passe au niveau de la communauté. Donc c'est les membres de la communauté eux-mêmes qui procèdent à l'identification de ceux qui sont considérés comme vulnérables et donc bénéficiaires des programmes de protection sociale. Donc pour qu'ils s'approprient cette méthodologie, il était nécessaire de leur proposer un instrument facilement lisible, avec des illustrations qui renvoient aux scènes de nos vies quotidiennes et à notre contexte. Vous n'êtes pas sûr d'avoir des réponses. Parfois, vous obtenez une facilité, un appui d'un ministère, on vous dit que la loi de finances ne le permet pas. Donc il y a un problème de cohérence ou même d'incohérence dans la conduite et l'accompagnement du secteur privé par les pouvoirs publics que nous souhaitons voir améliorer. Il est donc question de promouvoir le dialogue franc et sincère entre le gouvernement et son secteur privé. Pour répondre aux critiques acerbes du patronat camerounais, le gouvernement manifeste sa volonté de renforcer la diversification de l'économie. Louis-Paul Motazé promet la mise en œuvre d'une politique de sélection et d'accompagnement des champions nationaux au Cameroun. Le ministre de l'économie, de la planification et l'aménagement du territoire a engagé des réflexions avec le secteur privé pour dessiner une feuille de route et élaborer un plan d'action dans le but de placer le secteur privé dans son rôle de moteur de la croissance économique au Cameroun. D'autres précisions avec Mitterrandam et Donald Anouzwa. L'option du gouvernement, à travers le ministère de l'économie, est de renforcer son dispositif d'accompagnement du secteur privé pour permettre à ce dernier de mobiliser l'épargne et avoir accès aux guichets de financement mis en place par les institutions financières internationales. Pour y parvenir, l'État et son secteur privé doivent déceler les causes de cette crise économique qui perdure. Il s'agit de voir avec le secteur privé ce qu'il y a lieu de faire pour que, et j'aime le rappeler, pour que si les causes qui nous ont amenés à la crise perdurent, qu'est-ce qu'on ferait après les 3 ans du programme que nous avons conclu avec le Fonds monétaire international? C'est un programme. Qu'est-ce qu'on ferait après les 3 ans du programme que nous avons conclu avec le Fonds monétaire international? C'est un programme de 3 ans. Ça veut donc dire que pendant ces 3 années, nous devons travailler pour réformer structurellement l'économie. Pour que, le cas échéant, si les causes sont toujours là, que ces causes viennent trouver que l'économie s'est renforcée. La rencontre Minepat secteur privé qui se tient à Douala est l'occasion de renforcer la capacité d'exportation de l'économie camerounaise par une promotion des champions nationaux dans les principales filières de croissance. C'est que nous pensons, comme certaines grandes économies l'ont fait, que l'État devrait maintenant avoir une attitude volontariste, qui est de dire que tel secteur, telle filière, je dois la promouvoir, je dois faire en sorte qu'elle atteigne un niveau d'excellence pour nous permettre de gagner des parts de marché, par exemple, pour nous permettre de réduire les importations, par exemple. Les assises de Douala qui consacrent le dialogue public-privé aboutiront à l'établissement d'une feuille de route conjointe, ministère de l'économie, secteur privé. C'est l'un des événements politiques les plus attendus cette semaine. Les congrès ordinaires et extraordinaires du SDF vont-ils se tenir à Bamenda, dans la région du Nord-Ouest? À 48 heures de ces événements, des menaces de sabotage attribuées aux assaillants sécessionnistes planent sur les participants à ces travaux prévus dans 2 jours. Des cadres politiques du SDF répondent à ces menaces de sabotage. Ils affichent leur détermination à affronter tous les dangers pour participer au congrès ordinaire et extraordinaire du SDF. Ils s'expriment dans ce reportage de Warren Zede et Gladys Sidi. À Bamenda, la tension monte à l'approche du congrès du SDF.
Des messages anonymes dévoilent des menaces qui planent sur le congrès du SDF. D'aucuns attribuent ces messages aux sécessionnistes qui planent sur le congrès du SDF. D'aucuns attribuent ces messages aux sécessionnistes déterminés à utiliser la violence pour saboter le congrès du SDF. Ces risques d'insécurité ne font pas peur aux différentes délégations installées dans la ville de Douala. Le SDF est un parti républicain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire au moins deux choses. La première, c'est que nous croyons aux institutions de la République. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le retard décrié dans la mise en œuvre des réformes structurelles plombe le moteur de la croissance au Cameroun. C'est du moins ce que déplore le patronat camerounais dans un pays confronté à une crise économique. Des capitaines d'industrie peinent à s'aventurer sur les rails de l'émergence des champions nationaux. Frustrés et méprisés, le patronat camerounais critique le climat morose des affaires et le manque de patriotisme économique. Dans ce journal, le gouvernement mis en cause dévoile sa politique d'accompagnement du secteur privé. Le congrès tant attendu du SDF va-t-il se tenir à Bamenda, dans la région du Nord-Ouest, à 48 heures de l'événement? Des menaces de sabotage et de représailles planent sur les participants à ces travaux prévus dans 2 jours. Vous suivrez dans ce journal des cadres du SDF afficher leur détermination à affronter tous les dangers à Bamenda, chef-lieu de la région du Nord-Ouest. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Face à la crise économique qui secoue la sous-région Afrique centrale, le gouvernement camerounais s'est félicité de la résilience de l'économie locale. Pourtant, les entreprises camerounaises sont à la croisée des chemins et déplorent l'insuffisance des mesures d'accompagnement pour renforcer leur compétitivité économique. L'insuffisance des mesures d'accompagnement pour renforcer leur compétitivité économique face à l'invasion des produits venus de l'Occident. De plus, elle déplore le mépris des pouvoirs publics qui attribuent la quasi-totalité des projets structurants aux multinationales. Le patronat camerounais qui estime qu'il y a l'inexistence d'un patriotisme économique au Cameroun, un diagnostic sans complaisance qui a été dévoilé lors d'un dialogue engagé entre le ministère de l'économie et le secteur privé au siège du groupement interpatronal du Cameroun à Douala. Reportage Donald Anouzwa et Mitterrand Dame. Les organisations patronales des petites et moyennes entreprises disent se méfier de ces politiques gouvernementales qui ne concernent que les grandes entreprises. Les patrons des PME se sentent pour ainsi dire exclus du champ de la promotion des exportations du Cameroun vers l'Union européenne dans le cadre des accords de partenariat économique. Pour qu'une entreprise camerounaise puisse vendre son produit dans l'Union européenne, doit satisfaire un certain nombre de critères, de normes de qualité que beaucoup de PME aujourd'hui ne sont pas capables. Donc nous voulons plutôt qu'on nous encourage, qu'on mette en place des choses pour exporter vers le Nigeria qui est à côté, 200 millions d'habitants, où les normes et les habitudes de consommation là-bas sont plus proches de nous. Les porteurs de projets décrivent aussi l'absence d'assistance technique dont souffrent les PME au Cameroun, souvent parents pauvres des politiques gouvernementales en la matière. On a un problème important, c'est que les réalités, les préoccupations et les priorités de l'entreprise aujourd'hui ne sont pas suffisamment prises en compte. Moi, je voudrais que l'État passe du discours à l'action. Qu'on conçoive des structures simples, proches du monde de l'entreprise, et qu'on mette à la disposition de ces structures des compétences véritables, avec des mécanismes de management, de gestion, d'accompagnement. De l'avis du patronat, la lenteur administrative et la réticence de certains départements ministériels ne sont pas de nature à contribuer à l'éclosion du secteur privé. Certains départements ministériels ne sont pas de nature à contribuer à l'éclosion du secteur privé. Vous écrivez à un ministère aujourd'hui, vous n'êtes pas sûr de recevoir une réponse pour avoir une explication, une clarification sur un point de réglementation public.
même si elles ont été mises en mal depuis très longtemps par le gouvernement en place. La seconde, c'est que on n'a pas vocation, et encore moins l'intention, de se laisser prendre en otage par un groupuscule d'individus désespérés, qui n'ont pour seul slogan que la haine, et qui se réclament d'un État fantasmé ou fantasmagorique. Le SDF n'a pas l'intention de subir le chantage de qui que ce soit, et notamment pas de certains individus mal intentionnés. Nous avons été au courant de toutes les menaces qui sont passées sur les réseaux sociaux. Nous sommes en contact direct avec notre base à Bamenda et nous restons sereins. Notre chairman lui-même a dit que si c'est aujourd'hui qu'un militant de SDF peut avoir peur d'un affront, c'est que celui-là n'avait pas sa place dans le SDF. Après 27 ans de militantisme, c'est pas aujourd'hui qu'on va éviter, qu'on doit cesser de faire notre travail parce qu'on nous a promis la guerre ou ceci ou cela. À en croire ces cadres politiques du SDF, rien n'est clairement défini quant au lieu qui va abriter le congrès. Et ces menaces sécuritaires font planer le doute sur la tenue de ce congrès. Les cadres politiques du SDF souhaitent tout de même compter sur les forces de défense pour rassurer les différentes délégations attendues à Bamenda. Les nouvelles qui nous parviennent font état de ce que le lieu seulement a été changé parce qu'on voulait d'abord le faire à la mission catholique et maintenant c'est chez les presbytériens, c'est tout ce qu'il y a comme mesure. Mais nos camarades qui avaient très peur ont essayé de faire la pression pour demander même qu'on délocalise pour aller à Mabouda ou à Yaoundé le faire. Quitte à ce pour demander même qu'on délocalise pour aller à Mabouda ou à Yaoundé le faire. Quitte à ce qu'on change même la date du congrès. Mais les sages du parti ont jugé qu'en 2 jours, changer la date d'un congrès. Et dans cela, le fait que le président de la République a le calendrier électoral dans sa poche, on ne sait pas ce qui va arriver demain. Peut-être qu'en reportant encore le congrès, on risque d'être surpris, on n'aura pas le temps nécessaire pour pouvoir choisir nos candidats. Donc, ils sont restés fermes, la date a été annoncée. On va tout faire. Et puis le matin, qu'ils reviennent prendre du café avec lui. Le président Biya est là depuis 35 ans, tous les Camerounais savent qu'il n'est pas accessible. Donc c'est pas une nouveauté qu'on pourra attribuer à Paul Mokete, c'est quelque chose qu'on sait. Finalement, une sortie dont les codes sont loin d'être simplement les premiers signaux qui en émergent actuellement. Au-delà du doyen des sénateurs, les voix de certains barons du régime Biya retentissent dans le chaudron de la crise anglophone. Opposé au ton ferme de l'aile conservatrice, il prône une approche plus politique et plus inclusive pour résoudre la crise anglophone. Évocation avec Donald Brice Kamgan. C'était le 15 février 2017, soit un mois à peine après la mise aux arrêts de plusieurs dizaines de manifestants des régions du nord-ouest et du sud-ouest. À son initiative et à l'issue d'une concertation ayant regroupé à Bamenda sénateurs et députés RDPC des 2 régions en crise, Simon Achidi Achou demande au chef de l'État de libérer les personnes interpellées en rapport avec les tensions dans les régions anglophones. La sortie du vice-président du Sénat qui signe le document listant les résolutions de cette rencontre tranche net avec les prises de position de ses camarades de parti qui soutiennent Mordicus à l'époque que Maître Félix Agbombala et les autres ne sauraient être relaxés s'appuyant sur les dommages sociaux et la vandalisation des symboles de l'État dans le nord-ouest et le sud-ouest, ainsi que le ralentissement des activités économiques dû au respect scrupuleux des mots d'ordre de ville morte. Peu avant la crise anglophone, c'est le sultan Bombon Dioya qui crée la surprise le 20 février 2016. À une période où les appels à la candidature de Paul Biya en 2018 pleuvent des 4 coins du territoire national, le chef de la délégation permanente du RDPC pleuvent des 4 coins du territoire national, le chef de la délégation permanente du RDPC dans la région de l'Ouest estime qu'un congrès extraordinaire du Parti de la Flamme s'impose avant toute décision. La rencontre que l'ancien ministre juge alors